Merci beaucoup pour votre intervention. En vous écoutant, et notamment à partir de l'introduction, puis en même temps avec la conclusion, enfin tout le reste était évidemment très intéressant, mais vous avez évoqué l'anthropologie de l'ordinaire de Vinadas, et en fait ça me faisait penser aussi, alors c'est pas tout à fait les mêmes camps, je crois, dans le champ de l'anthropologie, mais je pensais aux travaux d'écriture, enfin à l'écriture, disons, d'Éric Chauvier, qui fraye un peu hors de l'anthropologie. Je pense qu'il a même une position dans le champ anthropologique ou de l'ethnographie qui est un peu particulière, et qui maintenant a vraiment un pied dans la littérature, et qui prend le parti, disons, je crois, de rendre compte de conversations absolument ordinaires, de tous les silences, notamment des siens. Quand il intervient, c'est surtout des trois petits points, c'est-à-dire des bredouillements, hein, enfin vraiment. Et donc je me disais, quelles sont les procédures d'écriture, enfin, ou les régimes d'écriture que vous expérimentez, qui vous font ou qui peuvent vous faire sortir, disons, du champ anthropologique et vous mettre un pied, par exemple, dans des formes d'écriture qui sont plus littéraires. Vous avez parlé d'ethnographie par poème. Alors, je connaissais pas, je connaissais pas du tout, donc je serais très curieux de savoir ce que c'est. Voilà. Si vous m'avez assez entendu. Excusez-moi, simplement la dernière, j'ai pas entendu, j'ai parlé d'ethnographie quoi Oui, vous avez parlé d'un ethnographe qui faisait des poèmes, c'est ça? Ah oui. Ouais. Comment ça fonctionne? Enfin, qu'est-ce qu'il fait exactement? Et en fait, quel est le niveau de reconnaissance dans le champ de ces pratiques d'écriture? Ouais. Oui, donc en fait, en effet, Eric Chaudier, je pense, a les mêmes références. Enfin, travaille aussi à partir de Anne Covell et de Wittgenstein. Enfin, Ouais, ouais. les autres théoriques que Vinadas tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, son travail permet de répondre à une critique qui est faite à Vinadas et qui dit vous travaillez à partir de violences extrêmes et on ne peut pas on ne peut pas appliquer à un ordinaire non travaillé par la mémoire de la violence extrême tout ce que vous faites. Mais en fait, bon, petit. Pour la question des régimes d'écriture, en fait, en effet, Renato Rosaldo a publié un livre qui s'appelle The Day of Shelley's Death, le jour de la mort de Shelley, qui a été publié en 2019 aux presses de l'université de Princeton, je crois. C'est un anthropologue ce sont des positions qui sont relativement, on va dire, instituées, reconnues dans le fond. Enfin, c'est pas, je pense que dans la pratique nord-américaine de l'anthropologie, ce sont des choses qui sont l'anthropologie nord-américaine est complètement partie en roue libre du côté de la littérature, c'est évident. Rosaldo, donc en fait, avant d'en arriver à l'écriture par l'ethnographie poétique, est celui qui a vraiment un petit peu révolutionné le champ de l'anthropologie, la pratique de l'anthropologie, à la suite de writing culture, etc., en affirmant la dimension heuristique des émotions du chercheur. Donc, comment est-ce que travailler avec ces émotions, c'était une démarche cognitive, c'était une entreprise cognitive. Et donc, en retournant totalement la question du rapport entre connaissance et émotion, pour pas dire raison et émotion, mais connaissance et émotion, en disant ce sont mes émotions qui... Et ce qu'il avait... c'est dans une préface à son ouvrage, à son ethnographie sur les chasseurs de tête Ilongo en Philippines, qu'il a posé les jalons de ce travail-là, puisqu'il avait fait une ethnographie des chasseurs de tête
avec sa femme Michel Rosaldo. Donc, The Day of Shelley's Death, l'ouvrage de 2019 est également sur la mort de sa femme. Il a fait une ethnographie avec sa femme Shelley Rosaldo sur les chasseurs de tête Ilongo et comment est-ce que la pratique d'aller donc de tuer quelqu'un qui n'appartient pas au groupe et de ramener sa tête était une pratique de deuil. C'était un rituel de deuil chez les chasseurs-cueilleurs Ilongo. Que tous les deux, Michel et Renato Rosaldo, ont étudié à travers une ethnographie. Et un des derniers jours sur le terrain, Michel Rosaldo tombe, traverse un pont suspendu, là, comme Indiana Jones, et elle tombe et elle meurt. Et son mari est envahi par une colère contre elle, contre sa femme morte. Et c'est à partir de cette colère-là qu'il va relire en fait tout le rituel de la chasse de tête. En donnant une place primordiale à la colère dans le deuil, ce qu'il n'avait pas du tout compris avant. Et donc, il a réécrit une préface à ce livre, puisque l'ethnographie était presque terminée, en expliquant à quel point est-ce que les émotions du chercheur nous rendent aveugles à certains faits, en effet, mais nous rendent extra-lucides ou plus lucides sur d'autres. Et donc, c'est c'est cet usage cognitif, c'est cette utilisation instrumentale cognitive des émotions du chercheur qui va ouvrir à des modes d'écriture. Et donc en fait, les modes d'écriture ne peuvent pas s'exposer en dehors de cette démarche-là. On peut pas parler de un tel écrit par poème, tel autre écrit par journal intime, tel autre fait des dessins. C'est en suivant ce parcours-là cognitif que arrive le mode d'écriture. Il me semble. Excusez-moi, mon fils s'impatiente vraiment. C'est ça? Oui, je vous remercie infiniment de votre communication qui est non seulement passionnante, mais... Je n'entends rien du tout. Attendez, alors je vais déjà essayer de me... Je n'entends rien. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Voilà, Oui. donc je voulais vous remercier d'abord de cette communication non seulement enrichissante, mais émouvante, je dirais, dans son contenu. Puisqu'il s'agit de choses extrêmement contemporaines. De cette façon, nous vivons à côté et on se rend compte là de tout un pan de violence qu'on connaît par la presse, mais qu'on n'éprouve pas physiquement. Alors j'ai été frappé par le développement même de votre intervention entre un début où vous nous parliez en quelque sorte de méthodologie de l'ethnologue, la méthode d'enquête, en posant notamment ces trois questions. Que faire des marqueurs d'oralité? Ça pourrait être des formes de langage ou de gestes aussi, je pense. C'est des questions d'ailleurs qui ont été débattues depuis longtemps dans l'anthropologie. Je pense à Calam Griol ou des gens comme ça. Quelle est l'écoute ethnographique? Et par exemple, la question du silence, c'est une question qui nous, historiens, et notamment médiévistes, nous intéresse beaucoup en ce moment, sur lequel il y a des travaux importants. Et puis la question de la rumeur, qui est aussi une question que les historiens, et notamment les médiévistes, connaissent bien, la fama, constitutive par exemple des procès de canonisation, ou des choses comme ça. Donc des choses relativement classiques sur lesquelles vous êtes partis, mais qui nous mettaient en appétit d'autre chose qui est venu plus loin de façon dramatique à travers les deux témoignages de cette mère Etmas, la mère de victime, et puis alors donc, lorsqu'on ouvre le cercueil ensuite et clandestinement, on voit que le cadavre saigne encore. Alors bien sûr, ça aussi, ça nous dit beaucoup de choses. Quand on est médiéviste, on connaît les cadavres qui saignent,
qui désigne d'ailleurs souvent le coupable, hein, aussi. Il y a ça, il y a une pratique quasi judiciaire dans le saignement du cadavre, mais ça évoque aussi la non-putréfaction du cadavre du saint. Et bien sûr, il y aurait une sorte ici de forme de canonisation, si vous voulez, du fils mort, torturé, etc. Enfin, je ne sais pas, c'est simplement une remarque en passant. Et puis l'autre chose sur laquelle finalement vous êtes resté, l'autre témoignage de ce Mehdi Barfou, je n'ai pas bien compris, qui est sur lequel finalement vous n'avez pas conclu, c'est-à-dire on ne sait pas s'il a pressé sur la gâchette ou pas, tel que vous l'avez dit en tout cas. Et là on entre vraiment dans ce que vous avez appelé à la fois la dimension hallucinée du témoignage et la dimension contaminante de la violence, contaminante pour nous-mêmes d'ailleurs, parce qu'on est saisi à ce moment-là par le témoignage. Alors je me demandais justement ce que ça signifiait pour l'historien qui lui a affaire à des témoignages apaisés, enfin figés dans l'écriture et qui sont très loin de cette ambiance tragique. C'est-à-dire quelles traces documentaires on pouvait retrouver parfois, malgré tout, de ces solutions. Je pensais tout à l'heure, parce qu'on a entendu à propos de la torture, et en même temps des silences qu'il y avait sur ce Basanos, on ne sait pas finalement comment ça se passe, et si ça se passe réellement même. Voilà, il y a ce caractère du témoignage en quelque sorte désarticulé, halluciné, pour reprendre votre terme, qui moi m'intéresse beaucoup. J'en parlerai d'ailleurs cet après-midi un petit peu. Et puis, en même temps, ça c'est le côté documentaire, hein, mais vous avez en même temps placé en vis-à-vis la question de l'historien lui-même, c'est-à-dire comment lui, il a inventé une forme d'écriture qui pourrait rendre compte de cette situation d'hallucination. Voilà, donc c'était qu'un commentaire, pardonnez-moi, mais c'était pour vous dire comment j'ai apprécié votre parole. Non, merci beaucoup. Non, je vais pas prendre plus de temps. J'ai pris note et je pense que ça ouvre des pistes intéressantes. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Hervé. Pour te répondre très très rapidement, parce que je pense qu'il faut que vous alliez manger. Pour te répondre très très rapidement, en fait la chance que j'ai et qu'on a, c'est que le travail est extrêmement mâché. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se poser directement en dialogue avec les psychiatres et les psychologues du trauma. Il y a toute une école de l'anthropologie de la souffrance à travers Kleinman, Das, Fassin a aussi participé, mais ce qu'on appelle l'école de Harvard dans les années 2000, 2004. C'est voilà, Sociology of Suffering, Social Suffering, tout ça, quand les corps parlent, aussi le travail de Didier Fassin sur la Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud, enfin, l'Empire des traumas, avec tout c'est moi j'ai l'impression d'arriver dans un champ de recherche où ce débat-là, cette discussion, ce dialogue a déjà eu lieu, et quelque part les anthropologues ont déjà se sont ressaisis avec les outils de leur sensibilité scientifique, de connaissances, se sont ressaisis des termes, des questions, etc. de la psyché telle que posée par les psychiatres et les psychologues. Donc c'était pour dire que, et du coup moi en effet je travaille avec ça, mais donc avec les travaux anthropologiques sur